ce nouveau rendez-vous des lundis de la mer. On va démarrer ce soir avec Julien Simon, qui est ingénieur en technologie halieutique et système embarqué au laboratoire de biologie et halieutique de l'Ifremer ici. Donc avec lui, on va plonger un peu sous l'eau, on va voir à quoi peuvent servir ces images sous-marines et puis surtout, grâce à leurs évolutions, voir quelles sont les nouvelles perspectives qu'on peut avoir grâce à ces images pour la recherche halieutique, donc en tant biologique qu'en technologie des pêches. Donc on va voir ça avec lui. Comme d'habitude, on va l'écouter et puis ensuite, bien sûr, on se garde du temps pour échanger, pour discuter, poser vos questions. Et puis là, en plus, apporter du matériel sur la table, donc ce sera l'occasion peut-être de voir ça de plus près aussi. Bonne conférence, et à tout à l'heure. Merci Anaïg et merci à tous d'être venus ce soir pour assister à cette conférence. Donc, comme l'a dit Anaïg, je vais parler aujourd'hui de la vidéo sous-marine au service de la recherche halieutique. Pour aborder ce sujet, je vais d'abord aborder rapidement les systèmes d'acquisition vidéo d'hier et d'aujourd'hui, avec un petit rappel des évolutions qu'il y a pu y avoir dans ce domaine. Ensuite, on parlera des applications de la vidéo pour la recherche halieutique avec les différentes applications, par exemple une simple visualisation d'un engin de pêche ou alors une visualisation pour l'amélioration des engins de pêche, par exemple les projets Jumper ou par exemple la campagne CGFS. Ensuite, il y a par exemple des applications pour la compréhension des interactions entre les poissons et les engins de pêche, par exemple les projets Predator, Regem Select et Baitfish. Et enfin, il y a une application qui peut être de l'estimation de la biomasse, ce qui est le cas par exemple pour la campagne Langolf, qui est une campagne d'estimation de stock de langoustines. Ensuite, j'expliquerai un petit peu comment on analyse les vidéos manuellement en tant que nous, humains, et les limites qu'il peut y avoir à ce type d'analyse. Et enfin, je parlerai de l'analyse vidéo par ordinateur, en rappelant un petit peu c'est quoi une image pour quand même comprendre c'est quoi l'analyse vidéo après, et en montrant quelques exemples de traitement d'image. Il ne faudra pas hésiter à me couper si je ne suis pas clair pendant la présentation. Et puis, voilà. Donc les systèmes vidéo d'hier et d'aujourd'hui, un petit rappel sur le fonctionnement d'une caméra. Donc il y a toujours une optique qui permet de focaliser l'image sur une zone qui est la zone sensible, et derrière donc la zone photosensible qui a été d'abord des pellicules photographiques, donc avec des composés sensibles à la lumière sur ces pellicules, ou alors après, plus tard dans le temps, des capteurs photosensibles, donc des capteurs CCD par exemple. Donc ici on voit une caméra avec une pellicule photosensible, donc on voit l'objectif, l'optique ici, et derrière donc, la bobine avec un film photosensible, et ici un obturateur. Donc, pour avoir un effet de mouvement sur les vidéos, on a besoin de capturer 24 images par seconde, et donc l'obturateur va venir faire 24 tours, venir obturer la pellicule 24 fois par seconde. Et donc ensuite, on est passé plus tard à du capteur avec des caméras numériques, donc avec des capteurs CCD. Donc on a toujours un objectif, une optique qui permet de focaliser l'image sur le capteur. Et donc derrière, on a des petits pixels photosensibles. Et derrière, on a un convertisseur analogique numérique qui permet de retranscrire le signal de ce capteur en données numériques. Donc c'est des valeurs de 0 ou 1 et qui donnent après des valeurs de nuances de gris ou de blanc ou de couleur en fonction du type de capteur qu'on a. Donc pour faire un petit briefing sur les systèmes d'hier et d'aujourd'hui, on a toujours une constante évolution de la qualité des images. Avant 2005, on était sur de la SDTV, donc la standard définition pour la télévision. Donc on avait 720 lignes, ce qui pouvait donc représenter une image. Puis à partir de 2005, on a commencé à voir la HD, puis en 2010 la Full HD avec 1920 pixels par 1080. Et aujourd'hui on est rendu à l'Ultra HD qui est donc 4K, on peut même monter maintenant à 8K. Donc c'est 4 fois plus de pixels que la Full HD. On a une amélioration constante des batteries, donc elles sont maintenant plus légères et plus petites à valeur d'énergie égale.
Donc ça nous permet de miniaturiser encore les systèmes embarqués. On a des capacités d'augmenter aujourd'hui la fréquence d'enregistrement. Donc quand on souhaite enregistrer des séquences où il se passe des choses assez rapides et derrière pour faire du traitement d'image, on est bien content d'avoir 120 images par seconde ou voire plus sur certains capteurs. Et on a surtout également eu une miniaturisation des capacités d'enregistrement. Donc il y a plusieurs années, on était sur des cassettes, puis après on est passé sur des CD, des cassettes HI8. Donc on peut voir ici clairement la diminution en taille des supports, avec ici les cassettes, puis ensuite les cassettes HI8, ensuite les CD et puis les cartes SD, et après on est carrément passé sur de la micro SD. Donc dans cette petite carte, on a 100 fois plus, voire 1000 fois plus de capacité d'enregistrement que sur cette cassette. Donc ça explique vraiment pourquoi on est passé sur de l'électronique également beaucoup plus miniaturisée. Et donc on avait à l'époque des caissons vraiment conséquents pour envoyer donc une caméra et le système de batterie et d'enregistrement et l'électronique qui conditionnait le signal derrière. Donc on est passé sur des caissons comme ça qui pesaient à peu près 25 kg. Ensuite on est passé sur des caméras un peu plus petites, des caissons un peu plus petits, l'électronique un peu plus petite, avec des cartes HI8 qui pouvaient rentrer donc dans ce genre de caisson. Et maintenant, grâce aux cartes SD, on est sur de l'électronique beaucoup plus petite et des caissons du coup beaucoup plus petits. Et de même pour les caméras, on a des caméras beaucoup plus petites. Et la fameuse GoPro que tout le monde connaît aujourd'hui, qui rend beaucoup de services à beaucoup de chercheurs, avec du coup l'optique, la carte SD, la batterie qui rentre dans ce petit boîtier. Donc ça permet il y a également une réduction des prix de toute cette électronique, ce qui permet donc d'utiliser la vidéo dans de nombreuses applications pour la recherche halieutique aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous parler des applications de la vidéo pour la recherche halieutique. Je vais faire un balayage des utilisations que nous faisons à Lorient, au laboratoire de technologie et biologie halieutique, de la vidéo pour nos thématiques de recherche. Donc dans les différentes applications, il y a la visualisation et l'amélioration des engins de pêche. Typiquement, sur la campagne CGFS, on est venu nous contacter pour nous dire voilà, on aimerait vérifier que notre chalut d'échantillonnage pêche bien comme on le pense. Et le problème, c'est que quand on envoie un chalut, on n'est pas sûr à 100% de comment il réagit, comment il pêche au fond. Donc la vidéo, ça permet d'avoir vraiment une confirmation, par exemple, que les panneaux de chalut sont bien réglés, que derrière tout le train de pêche est bien en forme, que la poche à cailloux, par exemple, fonctionne bien, que le bourrelet fonctionne bien, etc. Donc ici, on voit un petit ROV, donc c'est un engin remorqué qui permet de filmer et de remonter la vidéo en direct sur le bateau. Donc là, on voit les collègues mettre à l'eau le ROV. Et juste pour indication, je ne sais pas si tout le monde connaît dans le public ce que c'est un chalut, donc j'ai mis une petite photo. Donc, quand je parlerai de panneaux de chalut, ce sont les panneaux ici qui permettent de faire diverger les funes du chalut et donc de venir ouvrir de façon horizontale le chalut. Et donc ici on a le chalut avec le bourrelet qui est en bas, la corde de dos en haut, puis la partie ici derrière on va avoir le dos, le gorget, puis la partie droite et puis le cul de chalut. Donc c'est des termes que je risque peut-être de réutiliser derrière dans la présentation. Donc voilà par exemple l'utilisation qu'on a fait de la vidéo dans CGFS. C'était d'envoyer donc le chalut, ensuite on envoyait le ROV pour venir filmer le chalut. Et donc ça nous permet derrière de vérifier que les différentes parties fonctionnent bien comme attendu. Je ne sais pas si vous voyez assez clairement. Donc voilà, typiquement là on voit bien que le chalut est bien gonflé, qu'il est bien dans la forme attendue.
Donc ça nous permet de confirmer que le chalut est bien réglé et que donc quand on fait nos échantillonnages à l'aide de ce chalut, on pêche bien comme attendu et donc l'estimation de stock qui est faite derrière concorde bien avec ce qui était attendu. Donc ensuite, toujours dans la thématique de visualiser et d'améliorer les engins de pêche, nous avons eu le projet Jumper par exemple, qui avait pour objectif de développer des panneaux de chalut qui réduisaient l'impact sur les écosystèmes par rapport aux anciens panneaux de chalut, on va dire classiques. Et donc là, on a utilisé la vidéo pour visualiser donc, le panneau développé et le panneau dit classique. Et donc ça nous a permis de comprendre les différents réglages et leur influence sur le comportement du panneau de chalut, tout ce qui est la stabilité, l'angle d'incidence, ce qui fait bien diverger le chalut derrière. Donc voilà. Et on a ensuite utilisé ces vidéos aussi pour faire une comparaison de temps de contact sur le fond de l'ancien panneau et du nouveau panneau. Donc, ici, on va voir donc un panneau dit classique. Hop, pardon. Donc là, on voit le fonctionnement d'un panneau classique de chalut de fond. Et donc, on a fixé un système embarqué sur la fune. Et on a également utilisé, ici on voit le petit ROV, le ROV qu'on utilise pour venir visualiser les différentes parties d'un chalut. Et donc là, on a pu voir par exemple que là, le panneau n'était pas très bien réglé, puisqu'il est trop sur l'arrière et qu'il ne vient pas tout à fait bien en contact avec le fond. Et donc, ce n'est pas le comportement attendu du chalut, du panneau de chalut. Et ensuite, on a utilisé donc, toujours la vidéo pour visualiser le nouveau panneau développé par un collègue, Benoît Vincent, qui est dit le panneau Jumper. Et donc, on a pu voir que le temps de contact du panneau était réduit largement, puisque grâce à cette petite patte, qui vient faire basculer le panneau quand c'est en contact, et ben ça permet de faire survoler le panneau au-dessus du fond à peu près 80% du temps. Ensuite, une autre application qu'on a de la vidéo pour la recherche halieutique, c'est la compréhension des interactions entre poissons et engins de pêche. On a par exemple utilisé dans le projet Predator qui avait pour objectif de comprendre le phénomène de prédation des huîtres et des moules dans les parcs ostréicoles et conchylicoles. On voulait savoir quelles espèces venaient, à quelle fréquence, à quelle heure. Donc ça, on a utilisé la vidéo pour mettre en évidence ce phénomène de prédation. Et donc on a pu faire des vidéos de dorade royale qui venait prédater donc ici on avait mis des moules, des huîtres et plutôt des tailles assez presque prêtes à la consommation humaine, et on a vu que ça dérangeait pas les dorades royales et que même à ce genre de taille elles pouvaient venir prédater les huîtres. Donc c'était assez impressionnant. Les ostréiculteurs, quand ils ont vu ça, étaient assez surpris de voir que c'était même des tailles assez grandes. Ils pensaient que c'était que du naissin, mais en fait, elles ont la mâchoire assez puissante pour venir briser les huîtres, même quand elles sont de taille presque consommable pour les humains. Et la vidéo nous a également permis de mettre en évidence un phénomène donc on a mis en place un système répulsif acoustique, et donc on a souhaité vérifier que ce système fonctionnait
et également qui ne fonctionnait pas sur les espèces non désirées, parce qu'on avait une des craintes des pêcheurs, par exemple sur le bar, les anguilles, que ça fasse fuir les autres espèces. Et donc on voit par exemple sur cette vidéo qu'il y a ici une anguille et qui, malgré le son du répulsif, ne réagit pas. Donc voilà, donc on a ce genre de vidéo permet vraiment de montrer aux pêcheurs plaisanciers, par exemple, ou autres, que en effet, le répulsif acoustique ne fonctionne que sur les dorades royales et pas sur d'autres espèces. Et quand on a la vidéo à l'appui, c'est beaucoup plus simple pour les convaincre que ce qu'on raconte, c'est la vérité. Toujours dans le souci de comprendre les interactions entre poissons et engins de pêche, on a par exemple le projet REGEM Select qui avait pour objectif d'améliorer la sélectivité des engins de pêche, et notamment du chalut de fond, et de comprendre l'influence de la couleur du dispositif sélectif sur son efficacité. Donc là, on a utilisé la vidéo pour voir l'effet couleur sur le comportement de fuite des poissons. Donc pour cela, on a fixé un système vidéo, donc la caméra ici avec son champ de vision et sur un panneau à mailles carrées. Le panneau à mailles carrées était composé à moitié de mailles noires et d'une autre moitié à mailles blanches. Et donc après, on a fait une manip en mer pour voir si y avait un effet, donc filmer le comportement des différentes espèces. Donc ça, on l'a fait sur le Carpe Diem, c'était un chalutier de Manche, en Manche ouest. Et on a fait à peu près une dizaine de jours de marée pour faire suffisamment de séquences et de répétabilité des séquences justement. Et donc derrière, on a fait, donc voilà le genre de vidéo qu'on obtient, c'est donc le filet maille carrée blanche, le filet maille carrée noire, et derrière on peut voir les échappements des poissons. Donc après, en comptant manuellement ou automatiquement, on peut essayer d'estimer quelle est la préférence. Est-ce qu'il y a un effet comportemental? Est-ce que par exemple le fait que ce soit sombre, ça attire plutôt les poissons, ou est-ce qu'il vaut mieux voir quelque chose de clair comme le blanc? Et donc on a regardé ça plus en détail une fois à terre pour comprendre justement l'influence de la couleur sur le comportement des poissons. Et enfin, dans la thématique de compréhension des interactions entre poissons et engins de pêche, il y a le projet Baitfish qui est en cours en ce moment au labo de Lorient, qui a pour objectif de développer des nasses à poissons. Et donc là, encore une fois, on a eu besoin de la vidéo pour comprendre le comportement des espèces autour des appâts et des nasses. Et notamment, on a fait des essais sur plusieurs types d'appâts, par exemple ce que les professionnels appellent lachtrouille, sur des coques, sur d'autres bivalves, sur des crevettes. Et donc on a dû faire des films, des dizaines d'heures de films, voire même des centaines d'heures de films pour essayer de comprendre quel était le régime alimentaire préféré des espèces ciblées. Est-ce que c'est plutôt des appâts naturels? Est-ce que c'est visuel? On a essayé également la lumière. Est-ce que ça serait acoustique? Est-ce que c'est plutôt des produits transformés? Donc pour ça, on a fait un protocole vidéo. Donc on a mis un système vidéo avec des pattes, et puis au bout de ces pattes, on mettait un appât, des caissons vidéo, donc avec des GoPro à l'intérieur. On a fait 30 tests vidéo avec des appâts différents, donc on a une dizaine d'appâts différents, ce qui représente au final 240 heures d'enregistrement, avec derrière, pour comprendre les processus de comportement et de préférence d'appât, on a dû analyser toutes ces vidéos. Donc autant vous dire que 240 heures de vidéo, et c'est pas encore fini, c'est vraiment consommateur en temps. Et typiquement, voilà le genre de vidéo qu'on obtient
qu'on voit, on a vu là on voit un grisé approcher et puis venir donc on voit clairement qu'il est intéressé par l'appât, on voit qu'il fait des tours, donc là je ne vais pas laisser la vidéo qui dure en tout 8 heures, mais on voit clairement que les différents grisets viennent plusieurs fois et à chaque fois tournent un peu autour de l'appât. Et ce genre de vidéo, ça nous apporte beaucoup après pour justement comprendre de quelle manière on va réfléchir la conception de la NAS. Donc, les paramètres qui peuvent nous intéresser, par exemple, c'est regarder le sens du courant et voir le sens d'arrivée du poisson par rapport au courant. Voir, par exemple, les heures d'arrivée par rapport aux heures de marée ou par rapport aux heures de jour et de nuit. Et toutes ces informations-là, derrière, sont traitées manuellement pour répondre à la question scientifique derrière de comment développer une NAS à poisson. Et enfin, la dernière application dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'application pour l'estimation de stock. Donc ici, on voit un navire océanographique irlandais, qui est le Celtic Voyager, qui est le bateau qu'on utilise pour faire l'estimation de stock de langoustines par vidéo. Donc derrière, ici, vous voyez, il y a un traîneau vidéo qu'on envoie donc au fond et derrière on va chercher à estimer le stock de langoustines présentes dans le golfe de Gascogne en comptant le nombre de terriers. Donc cette campagne, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une campagne qui a commencé depuis 2014. Avant 2014, l'estimation de stock était faite par chalutage. Et il y a des préconisations assez récentes du CIEM, qui est l'institut qui chapeaute internationalement la recherche halieutique, on va dire. Et du coup, leur préconisation, c'est d'essayer de faire, dans la mesure du possible, de l'échantillonnage non destructif. Et donc, sur ce point de vue, la vidéo est vraiment intéressante, puisqu'elle nous permet de faire de l'échantillonnage de biomasse sans avoir à pêcher les langoustines. Donc, depuis 2014, le laboratoire de Lorient utilise cette technique pour estimer la biomasse de langoustine. Donc cette année, en 2018, ça a eu lieu entre le 19 avril et le 2 mai. On a été 6 scientifiques à se relayer 24 heures sur 24 pour avec des quarts de 4 heures pour réaliser cette campagne. Il y a eu environ 18 000 km² de balayés avec la vidéo. Donc pour estimer cette surface, j'expliquerai tout à l'heure comment on fait pour estimer cette surface. Et il y a eu il y avait eu 13 points de chalutage optionnels, mais on ne les a pas réalisés cette année. Donc ici, c'est la carte du golfe de Gascogne avec tous les points vidéo qui ont été réalisés pour estimer la biomasse de langoustine cette année. La méthode utilisée est la même que les années précédentes, c'est toujours, on utilise la vidéo avec l'équipement et la base de données du Marine Institute, qui est l'équivalent de l'Ifremer en Irlande. On fait des enregistrements vidéo d'environ 10 minutes à une vitesse de 0,8 à 1,3 nœuds, mais ça c'est en fonction du vent, de la marée et de ce que le capitaine nous met comme vitesse d'hélice. Ensuite, on a une caméra qu'on utilise avec un champ de vision vérifié. On a 2 lasers qui sont distants de 0,75 mètres, et donc ces 2 points laser nous permettent de vérifier que on a bien le même champ de vision toujours, et qu'il faut compter entre ces lasers, et tous les trous de langoustine qui sont à l'extérieur de ces lasers ne sont pas comptés pour vraiment être sûr de la surface qu'on balaye. Et ensuite, on a une CTD et un USBL qui nous permet de calculer la distance. Donc on vérifie la position du traîneau au cours du temps en fonction du bateau. Et donc on a la position du traîneau, on a la largeur entre les lasers, donc ça nous permet de balayer, de faire le calcul de la surface balayée par le traîneau. Et en fait, qui dit comptage derrière l'application, c'est de faire de l'analyse vidéo par nous, les humains.
Et qui dit analyse vidéo par des humains dit subjectivité. On est toujours un petit peu confronté à, même si on lit 2 fois la même vidéo, on ne va jamais recompter exactement 2 fois le même nombre de terriers sur une séquence de 10 minutes. Donc c'est ce qu'on fait ici, on vérifie que chaque lecteur soit conforme à la lecture et qu'il sache bien identifier des trous de langoustine et qu'il sache, et on regarde la variabilité qu'il a sur 2 séquences vidéo, sur la même séquence vidéo regardée 2 fois, on regarde sa variabilité de comptage. Et donc si tout le monde est dans les clous, compte le même nombre de terriers approximativement, on a droit quand même à une marge de sécurité d'erreur. On est dit apte à l'embarquement et puis on va donc embarquer sur le bateau et on fait la campagne pour l'estimation de stock par comptage de terriers. Donc tous les enregistrements, une fois qu'on est dit apte à compter les terriers de langoustine, tous les enregistrements chaque station vidéo est lue 2 fois par 2 observateurs différents et sans que l'autre sache en avance ce que l'autre a compté. Et donc ça nous permet de recouper les données de l'un et puis de l'autre. Et puis si on a un petit traitement statistique derrière et si on est entre 0,9 et 0,95% de cohérence, alors la station est validée et donc le nombre de trous de langoustine est validé pour cette séquence vidéo. Pour avoir une idée de ce à quoi ressemblent les vidéos, donc là on voit bien les 2 lasers verts, un invité surprise, et donc derrière c'est le travail des scientifiques consiste à compter tous les trous de langoustine. Et là où c'est difficile, c'est que chaque petit point noir qu'on voit, chaque petit trou n'est pas forcément un trou de langoustine. Il y a également des galatées, des crabes et autres espèces qui peuvent faire des trous dans le substrat. Et donc derrière, c'est toute la difficulté, c'est de se mettre d'accord à la fin d'une séquence de 10 minutes entre 2 scientifiques pour dire moi j'ai compté tant et moi je suis pas d'accord avec toi. Donc c'est toujours un petit peu le problème de la subjectivité des humains, on va dire. Et donc à la fin, on se retrouve avec une estimation du nombre de trous de langoustine sur les 200, il y a plus de 200 points, il y a 240 points je crois, sur tous les points. Et donc ça nous permet de faire une estimation du stock de langoustine et surtout de voir les variations d'une année à l'autre. Donc on ne prétend pas forcément savoir combien de langoustines exactement il y a, mais par rapport à, on avait fait une calibration au moment où on avait basculé du système ancien de chaluter à la vidéo. Il y a eu une calibration de fait entre la vidéo et le chalutage. Et donc aujourd'hui on est passé à la vidéo et donc d'année en année on a un nombre de trous de langoustine comptés chaque année. Et on peut donc voir les variations, est-ce que c'est plutôt une tendance à la hausse ou à la baisse. Et donc c'est cette méthode qui maintenant est utilisée dans plusieurs pays comme l'Irlande, le Portugal, le Danemark. Donc c'est une méthode qui a été validée et donc c'est la méthode qui est très largement utilisée en Europe. Toujours dans l'analyse faite par les humains pour le projet Baitfish. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc, de regarder des vidéos pour comprendre le comportement de poissons autour d'appâts ou de nasses à poissons. On a réalisé plus de 240 heures d'enregistrement et je peux vous dire que c'est pas possible de tout faire à la main. C'est beaucoup de temps et c'est pas forcément du temps très valorisé et valorisant. Donc, d'où la nécessité de développer des outils d'analyse automatisés. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'applications, on voit qu'il y aura de plus en plus d'applications de la vidéo dans la recherche halieutique. On sait que l'analyse manuelle, c'est vraiment quelque chose de très consommateur en temps. Donc, aujourd'hui, on réfléchit à des nouvelles solutions de comment faire pour minimiser le temps d'analyse derrière. Donc maintenant, je vais vous parler justement de l'analyse vidéo par ordinateur, mais pour faire un petit rappel de c'est quoi une image. En résumé, une image, c'est des pixels sur une ligne et sur une colonne.
Et donc en fonction de la couleur ou de l'intensité des pixels, on a des valeurs différentes sur une matrice. Donc par exemple, cette image de voiture, c'est une succession de valeurs de pixels. Et donc derrière, pour le traiter sur un ordinateur, c'est relativement simple de faire du traitement d'image. Par exemple, un traitement d'image assez simple et très efficace qu'on a utilisé dans beaucoup de projets, notamment dans le projet Baitfish ou Regem Select, c'est de dire au logiciel de prendre une image, d'appliquer un masque utilisateur, donc lui dire par exemple l'utilisateur va renseigner l'aire d'intérêt, la région d'intérêt dans l'image. Ensuite, il va faire par exemple une détection du filet ou de quelque chose d'intérêt, de détecter les couleurs, de détecter les poissons, et puis de regarder si c'est un poisson de l'image précédente ou pas, et si c'est un poisson qui n'était pas d'une image précédente, on crée un nouveau poisson. Si c'était le poisson si c'était déjà détecté sur une image précédente, on réassigne, et donc ça nous permet de faire du tracking au cours du temps sur la vidéo. Parmi les méthodes de traitement d'image, il y a ce qu'on appelle par exemple la méthode de soustraction du fond d'image. Donc sur une image, par exemple sur les nasses à poissons, on a un fond souvent qui est toujours le même, c'est-à-dire notre dispositif avec le fond et puis il n'y a rien qui bouge. Et quand il y a quelque chose qui arrive dans l'image, par exemple ici c'est un petit bateau, donc si on soustrait les pixels là de ces pixels là avec un certain seuil, tous ceux qui sont au-delà d'un certain seuil, on voit qu'il ne reste plus que la chose qui est nouvelle sur l'image. Donc cette méthode est assez simple à appliquer dans des cas où on a des choses en mouvement sur une scène, et ça nous permet de faire un traitement d'image rapide et automatisé des vidéos. Donc dans les vidéos Baitfish, par exemple, on avait 240 heures de vidéo au total par chaque séquence, enfin chaque essai durait 8 heures. Donc par exemple sur ce graphe, on a le logiciel qui nous dit vers la minute donc 10, 11, 12 et vers la minute 14, 15, 16, il se passe quelque chose. Va voir ces minutes en priorité, et ça nous permet de ne pas regarder toutes les séquences, toutes les vidéos, et de juste regarder donc, rapidement les images de sortie du traitement d'image, de dire tiens là il me dit clairement il se passe quelque chose, je vais aller voir cette séquence, et donc ça nous fait un gain de temps quand même considérable. Et donc à titre d'exemple, là ici on voit sur la vidéo, donc vidéo 2, aller voir la minute par exemple 15, et donc si on regarde ce qui se passe sur la vidéo à la minute 15, je ne sais pas si vous voyez, donc là on voit le poisson qui tourne autour de... On le revoit revenir. Ouais. Donc voilà le type de traitement qu'on peut faire pour nous faire économiser du temps. Nous derrière, plutôt que de regarder les 240 heures de vidéos qui ont été faites sur ce projet, on lance toutes les séquences dans le logiciel. Le logiciel nous fait une sortie nous disant d'aller cibler de façon prioritaire telle ou telle séquences, et nous ça nous fait donc analyser que les séquences, on va dire, utiles de nos enregistrements. On a également utilisé ce genre de traitement d'image pour faire du comptage de ce qui s'échappe dans un chalut. Donc là c'est pareil. Hop. Donc là on a le logiciel qui détecte le filet, la couleur noire, et qui détecte avec cette ligne bleue la séparation entre le noir et le blanc, et qui, quand il y a un poisson qui s'échappe, donc va le détecter, puis au cours du temps le traquer. Donc même nous, des fois, à l'œil nu, c'est difficile de les voir. Malgré tout, ça reste un logiciel automatisé, donc il y a certains échappements que l'humain va voir, que lui ne va pas voir.
Mais globalement, ça marche très bien et ça nous permet surtout de ne pas nous avoir à traiter pareil, là c'est des dizaines d'heures de vidéos, donc même si certains échappements sont ratés, on va dire, par le logiciel, sur la durée et sur le nombre d'échappements qu'il va compter lui tout seul, c'est beaucoup plus rentable de laisser faire le logiciel. Donc voilà pour les applications, on va dire, de comptage automatisé également. Et donc là, sur cette vidéo, il y a deux méthodes de détection. C'est pareil, la soustraction de fond, comme je vous ai montré, et en plus la détection de changement changement abrupt de valeur de pixels. Et donc dans cet exemple, après, ça nous a permis de mettre en évidence qu'il y avait clairement un effet couleur en fait, sur le comportement des poissons. Et donc on a compté donc, sur par exemple 50 minutes et puis là sur 100 minutes. Et il y avait à peu près 60% des poissons qui s'échappaient du côté blanc. Donc a priori, ce genre là, l'application de traitement d'image a mis en évidence que le poisson s'échappait de façon préférée, on va dire, du côté blanc. Donc après, on pourrait nous dire, mais comment vous êtes sûr que le logiciel compte bien par rapport à la réalité? On a quand même fait un calibrage avec l'humain. Donc on était 6 collègues qui m'ont aidé donc on a chacun lu de façon indépendante des séquences de référence, comme pour l'angolf. Et donc chacun comptait combien de poissons s'échappent du côté blanc, combien s'échappent du côté noir, et on avait donc un pourcentage d'échappement du côté blanc, côté noir. Il faut savoir que du coup, sur ce genre de comptage, c'est pareil, il y a une subjectivité du lecteur, et donc on n'avait pas les mêmes valeurs de comptage, mais on avait des différences de 5% au maximum entre les compteurs. Donc on avait donc entre 53% et 58%, on va dire, ouais, même plus, c'était plus de 55 à 60% d'échappement pour les humains de compter du côté blanc. Et la machine, elle, comptait 58%. Donc elle était pile poil dans les clous par rapport au compteur manuel. Il y a toutefois des limites à ce genre de méthode qui restent à surpasser. C'est que ce genre de traitement d'image, ça marche très bien sur des séquences que je vais qualifier plutôt de propres, c'est-à-dire où il n'y a pas de vase ou de turbidité, où il n'y a pas de particules, on va dire, remises en suspension par le chalut. Parce que pour l'instant, le comptage est fait de façon assez drastique. Il compte ce qui s'échappe du chalut, mais si c'est des particules autres que des poissons, il va les compter pareil. Donc ça mériterait d'être approfondi, par exemple, avec des méthodes d'apprentissage. Donc l'ordinateur serait capable d'apprendre quels sont les paramètres qui font que ce qui s'échappe, c'est vraiment un poisson et pas une particule. Et de même pour les applications sur le projet Baitfish, où on voit le logiciel qui nous dit va voir plutôt cette séquence à telle minute. Si c'est une algue qui passe devant la caméra, il va nous dire d'aller voir quand même parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé devant la caméra. Donc pour l'instant, on est resté sur du traitement d'image assez simple de qu'est-ce qui bouge. Et donc une algue qui bouge, pour l'instant, est comptée. Donc ça mériterait de développer une sorte d'apprentissage pour lui dire quand ça bouge et qu'en plus ça a cette forme, par exemple, alors c'est vraiment un poisson. Donc il y a quand même des applications, des améliorations à opérer sur le logiciel actuellement qu'on a développé à Lorient. Et pour finir, une application qu'on pourrait du coup envisager potentiellement pour l'échantillonnage et l'estimation de stock, mais cette fois-ci non pas pour les langoustines, mais pour les poissons, ça serait par exemple, plutôt que de faire de l'échantillonnage avec un chalut fermé et donc remonter à chaque fois le poisson à bord, ça pourrait être de mettre des caméras dans les chaluts et donc de faire du tracking pareil et de faire de la détection de poissons qui passent dans le chalut. Et donc pareil qu'une reconnaissance d'espèces par exemple, et ça pourrait être, c'est pas que ça pourrait être, c'est que c'est des applications aujourd'hui qui sont, ce sont des thématiques qui sont en vogue et des collègues norvégiens par exemple travaillent
de façon assez approfondie sur la question et commence à avoir des résultats sur du comptage et également sur de la reconnaissance d'espèces. Voilà pour le balayage que je pouvais faire de la vidéo et de ses applications sur la recherche halieutique. J'espère que ça vous a plu et je suis à votre écoute pour toute question. Merci. À vous, à vos questions. Quel est le pourcentage d'erreur pour le comptage de la langoustine? Quand les chercheurs n'arrivent pas à être d'accord sur le terrier, si c'est la galatée ou langoustine? Quel est le pourcentage d'erreur? Oui. En fait, on ne raisonne pas vraiment en pourcentage d'erreur, c'est plutôt... on a un premier lecteur qui va compter un certain nombre de terriers sur une séquence de 10 minutes. On va ensuite avoir le deuxième compteur qui va faire de même. Et s'il n'y a pas 90% de coïncidence, de cohérence entre les deux compteurs, à ce moment-là, il y a plutôt un troisième compteur qui va venir et dire moi j'ai compté tant, donc on essaie de faire soit une moyenne, soit plutôt dire bah là toi tu étais plutôt dans l'extrême. Donc c'est pas facile de dire il y a tel pourcentage d'erreur, c'est pas facile non plus de dire qui a raison, qui a tort. Donc en général les compteurs sont plutôt d'accord. Il y a des formations de fait à différents groupes de travail, notamment avec différents collègues de différents instituts en Irlande, au Portugal, en Espagne, il y a aussi les Islandais. Donc il y a des formations où tout le monde lit des séquences et il y a plutôt des cohérences qui sont souvent, comme je disais tout à l'heure, de 0,9 à 0,95 entre les lecteurs. Donc potentiellement on pourrait dire qu'il y aurait 10% d'erreurs d'écart entre les lecteurs, quoi. Mais pas plus. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais vous parler du système acoustique répulsif. Oui. Dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Et je voulais savoir à peu près de combien c'était efficace sur les dorades, les autres poissons dont vous avez cités. À combien de mètres, de combien... Oui, à peu près comment ça pouvait fonctionner et à peu près quelle distance ça pouvait couvrir. En fait, il y a un rayon d'action théorique de à peu près 200 à 300 mètres. Et après, ça fonctionne plutôt sur les dorades royales puisque c'était l'espèce qui avait été ciblée. Et après, pour l'instant, les conchiculteurs ou ostréiculteurs qui ont testé ce répulsif en sont plutôt satisfaits. Les seules fois où il y a quand même eu des cas où ça n'avait pas fonctionné, mais il y avait eu des problèmes de constater, soit de batterie ou de prise de haut. Donc pour l'instant, c'est encore en développement. Donc là, il y a quand même un projet qui a été donné, qui fait suite à cet ancien projet, qui est aujourd'hui, qui a pour but d'industrialiser le répulsif. Il y a une entreprise à Brest qui a repris le concept et qui va l'industrialiser pour faire en sorte que ce soit plus marinisé et plus fiable, on va dire, que par exemple les anciens prototypes. Il y a quand même des problèmes d'antenne de l'émetteur qui, comme ce sont des fréquences assez basses dans l'eau, il y a eu des problèmes au début sur les prototypes de fiabilité de l'émetteur. Mais aujourd'hui, justement, avec cette phase d'industrialisation, le but est de rendre le prototype complètement fiable. Et par rapport justement à l'onde qui est émise sous l'eau, est-ce que vous êtes sûr qu'elle est vraiment spécifique à ces poissons-là ou vous n'êtes pas certain que ça peut par exemple effrayer d'autres poissons Donc, pour ça, il y a eu des études faites par les collègues, donc c'est les collègues brestois qui ont développé ce répulsif de l'unité RDT. Et donc ils ont fait de la bibliographie, ils se sont renseignés sur les fréquences spécifiques qui allaient gêner justement la dorade royale. Et donc on a fait des essais sur différentes espèces et on a vu clairement un effet très fort sur la dorade
qui partaient directement en entendant ce son émis. Et on a vu donc sur les anguilles, les bars également, il n'y a absolument aucune réaction de ces espèces. Donc c'était des espèces justement qui inquiétaient un peu beaucoup de personnes nous disant oui, vous allez faire fuir tous les poissons. Donc là justement, il y a, en faisant de la vidéo et où on voit le poisson qui ne réagit pas à l'onde acoustique émise, ça permet de répondre à ce genre de questions. Et les émissions acoustiques ne sont pas non plus toutes les 10 secondes, ce sont des émissions qui sont toutes les 2, 3, 4, 5 minutes et qui durent seulement quelques secondes comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est en permanence sous l'eau, qui pourrait être considéré comme par exemple de la pollution acoustique, chose qu'on entend de plus en plus. Ce sont vraiment des émissions ponctuelles et ciblées sur les fréquences qui gênent vraiment les espèces ciblées. Vous avez évoqué l'existence de terriers de langoustines. Oui. Bon, c'est une découverte pour moi. Quelle est la nature de leur gîte? Donc, ils sont dans le sable, dans un fond rocheux? Donc elles sont principalement dans des substrats vaseux, sablo-vaseux. Et donc les terriers ressemblent à... Ça fait des petits... ce sont des petits trous en forme de croissant avec un petit dôme. Et donc c'est souvent... il y a une sorte de réseau et il y a souvent un trou avec un deuxième voire un troisième et ça fait des petites galeries pour pouvoir sûrement s'échapper de différentes sorties s'il y a un prédateur. Et ces terriers sont assez, j'allais dire, solides pour ne pas être affectés par les courants. Oui, ils sont assez solides pour eux, oui. Et par contre, il y a une question qui peut se poser, c'est de combien de langoustines on a par terrier. Donc pour l'instant, la supposition qui est faite dans le groupe de travail, c'est qu'il y a une langoustine par réseau de trous. Donc si on voit par exemple un trou qui est orienté dans ce sens-là, puis un autre dans ce sens-là, et un autre dans ce sens-là, on considère que c'est un seul ensemble de terriers qui fait un seul réseau, et donc on considère que c'est un seul terrier. Dans une réserve à langoustine comme vous avez présenté, il y a combien de langoustines là-dedans? De kilos, disons? Je serais incapable de dire en kilos, je serais. Il y a combien de langoustines par mètre carré? Ça dépend des zones. Il y a des zones où on va compter 0 parce que justement le substrat n'est pas adapté, ça va être trop rocheux ou trop dur. Et ça peut monter sur des séquences de 10 minutes, on peut compter, donc sur 10 minutes on va balayer environ, donc si on avance à peine 1 kilomètre, on va dire, ça peut monter à plus de 100 trous de langoustines comptés, quoi. Donc, il y a les fréquences de trous de langoustines sont vraiment variables et ça dépend vraiment des zones. Ils sont variables mais bien ordonnées. Mais bien ordonnées, oui. Mais ça fait vraiment des patchs, on remarque très bien, il y a des zones où justement cette année on n'est pas retourné parce qu'on savait que ça faisait plusieurs années qu'on allait sur cette zone et il n'y avait rien. Et c'est parce que clairement les fonds sont trop durs, pas adaptés pour que les langoustines fassent leur terrier. Et il y a d'autres zones où justement on a mis plus d'efforts parce qu'on savait que c'est des zones plutôt d'intérêt pour les langoustines. Donc clairement il y a le substrat et les zones sont vraiment des facteurs qui vont influencer la densité de langoustines au kilomètre carré ou au mètre carré, quoi. Oui, il y a des terriers vides quand même. Comment on détermine qu'un terrier est plein ou vide? En fait, on considère qu'un terrier qui est visible à la vidéo est un terrier occupé parce qu'on considère que les terriers finissent par s'effondrer d'eux-mêmes après quelques jours ou mois d'inoccupation, dû justement au courant qui reviennent, et donc ça balaye quand même les fonds. Et il y a des fois, justement, il y a des terriers qui sont un petit peu, qu'on voit que c'était clairement des terriers, mais qui sont un peu effondrés. Et donc ceux-là, on ne les compte pas parce qu'on voit clairement que ce sont des terriers qui ne sont plus entretenus. Et les langoustines sont quand même des
des animaux assez propres et maniaques, on a clairement des terriers qui sont toujours très propres avec une forme en croissant et puis le devant du terrier qui est bien dégagé, il n'y a pas d'objet, enfin pas de détritus devant le terrier. Qu'est-ce que les langoustines mangent? Alors c'est quand même plutôt des nécrophages, donc ils vont manger beaucoup d'animaux morts sur le fond. Donc par exemple, typiquement, les chalutiers vont rejeter du poisson quand ils font des pêches d'espèces non ciblées ou trop petites, et ce rejet se retrouve au fond, et donc tout ce qui est poisson toutes les espèces nécrophages comme la langoustine vont se nourrir de ce genre de rejets faits par les chalutiers ou autres pêcheurs, autres métiers de pêche. Il y a aussi la mortalité naturelle des poissons, donc tout ce qui est langoustine, crabe, tout ça, ça va se nourrir principalement de petites particules ou de poissons en décomposition, ou choses comme ça. Ouais. Après, je ne suis pas expert de la langoustine, mais c'est leur principal régime alimentaire, je dirais. Vous avez utilisé des GoPro dans vos recherches? Oui, on a également les vidéos qui ont été faites dans le cadre du projet Baitfish. Ce sont des GoPro qui ont été utilisées pour filmer les poissons autour des appâts et autour des nasses. Et ce sont ces vidéos-là qu'après on a mis dans le logiciel de traitement d'image pour nous dire après quelle séquence aller vérifier. Parce qu'ils sont... Vous avez des dispositifs? Alors, soit on déclenche, ça dépend des applications. Il y a des applications où justement, comme pour le projet Baitfish, on a juste à appuyer sur la GoPro pour lui dire tu commences à enregistrer. Et on a des cartes SD de 128 Go, donc ça nous permet de filmer 8 heures d'affilée. Et de toute façon, après 8 heures, il n'y a plus d'appât, si ça les intéresse en tout cas. Donc nous, clairement, nos applications pour ce projet-là étaient... on lance le film, on n'a pas besoin de système d'intelligence ou de système embarqué pour déclencher plus tard. Après, pour le projet Prédator, les vidéos de Dorade Royale qu'on voyait prédater les huîtres, là par contre on avait décidé de filmer pendant 3 jours et clairement on n'avait pas 3 jours d'autonomie de mémoire. Donc j'avais programmé les GoPro pour qu'elles puissent faire de l'échantillonnage. On les faisait filmer pendant 10 minutes, puis après elle arrêtait de filmer pendant 10 minutes, puis elle refaisait 10 minutes, et donc après la nuit, après 20h, on considérait ou 21h, on considérait qu'il n'y avait plus assez de lumière, donc on arrêtait de filmer, et on la faisait reprendre à partir de 8h du matin pour refilmer des séquences de 10 minutes, puis arrête 10 minutes. Donc ça se programme avec des petits microcontrôleurs. On envoie une impulsion électrique, donc le microcontrôleur a une horloge interne, donc c'est des petits, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un microcontrôleur, c'est une petite carte électronique dotée d'une petite intelligence, enfin d'un petit processeur qu'on code, et donc après j'avais codé de dire au microcontrôleur envoie une impulsion pour faire enregistrer la GoPro toutes les 10 minutes et lui d'arrêter toutes les 10 minutes, et entre 21h et 8h du matin tu arrêtes de filmer parce que on ne voulait pas faire d'attraction par lumière artificielle, donc on n'a pas assez de lumière naturelle après 21h, donc voilà. Ça se trouvera dans le commerce, votre système? Ça se trouve sur internet, après dans le commerce non, mais les microcontrôleurs aujourd'hui c'est des... je pourrais citer par exemple Arduino, ce sont des petites cartes qui sont en open source, qui coûtent 10 € et qui après il suffit d'aller sur internet récupérer des codes d'autres utilisateurs sur internet qui les mettent en ligne gratuitement, et ça coûte pas très cher de développer ce genre de petits systèmes. Il faut juste être un petit peu débrouillard ou alors avoir des compétences en programmation et un petit peu d'électronique, mais c'est pas de ce genre de déclenchement, juste je filme pas, c'est pas de la programmation ou de l'électronique très élaborée. Par contre, dans les systèmes noir et blanc, on doit récupérer le signal de la caméra, puis ensuite l'enregistrer, le faire passer dans un numérisateur de signal vidéo, et ensuite l'enregistrer. Donc là, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais sur les GoPro, là, sur ce genre c'était juste envoyer une impulsion électrique au moment désiré. Donc c'était pas
si compliqué que ça. Mais il n'y a pas des caméras qui se déclenchent au mouvement de l'animal? Maintenant, il y a ce genre de caméra qui existe. Donc, il y a carrément donc, un petit microcontrôleur, une carte de traitement d'image embarquée, et qui, sur le même principe que ce que j'expliquais tout à l'heure, fait de la soustraction d'images. Et puis, quand il y a vraiment, par exemple, tant de pixels qui bougent, va se déclencher pour filmer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours des pixels qui bougent en valeur, où il n'y a jamais 2 fois la même image qui sont enregistrées. C'est juste après, on dit, si tu as une surface vraiment, par exemple, de 10% de l'image sur une seule zone qui bouge, là c'est quelque chose d'intérêt. Donc tu commences par exemple à filmer, ou tu commences à traquer l'objet qui bouge, quoi. Mais ça existe dans le commerce des caméras qui se déclenchent que sur du mouvement. Les dorades qui se nourrissent à quelles heures principalement? Là sur les enregistrements que nous avions faits, c'était dans le golfe du Morbihan, et on avait repéré que c'était des parcs ostréicoles, donc à marée basse ils découvraient, puisque c'est le principe d'un parc ostréicole, en tout cas en Bretagne. Et dès que la marée, donc nos caméras étaient, et les huîtres qu'on avait mis n'étaient plus dans l'eau, c'était à découvert, à marée basse. Et quand la marée remontait, l'eau commençait à revenir sur les parcs. Et 2 heures après que l'eau était revenue, on avait les premières dorades qui revenaient sur les parcs. Donc dès qu'il y avait à peu près 1,50 m d'eau, on a déjà les premières dorades qui revenaient, et puis il y a une sorte de phénomène d'habituation et d'apprentissage. Elles savaient qu'on avait mis des huîtres ici, elles sont venues le premier jour ou le deuxième jour, puis tous les jours d'après elles revenaient à la même heure après la marée basse. Elles savaient qu'il y avait le festin qui les attendait à cet endroit-là. Donc il y avait en effet, il y avait des heures on avait remarqué qu'il y avait des heures de préférence. Après, je ne dis pas que ces heures-là sont valables pour les différentes zones et des différents. Là, on avait remarqué qu'il y avait un effet marée sur la barre d'Etel, par exemple. C'est pareil, on voit souvent les pêcheurs qui viennent aux mêmes heures. Clairement, un effet marée sur le comportement de nutrition des dorades royales. Question? Moi, je vous propose d'arrêter là, alors, si vous n'avez plus de questions. Merci à vous, merci Julien. Merci. Il y aura peut-être des questions en off, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'avais 2-3 petites choses à vous dire. Vous avez peut-être trouvé en bas le prospectus de la Fête de la Science, donc n'hésitez pas à regarder ça en détail. Vous avez normalement avec vous le programme de la suite des conférences, et la prochaine justement a lieu pendant la Fête de la Science. On accueille la chargée de projet de la ferme pilote d'éoliennes au large du Morbihan, qui va venir présenter le projet du coup, et on sera à la maison de l'agglomération, parce qu'en même temps, pendant une quinzaine de jours, vous aurez l'exposition de ce porteur de projet, de ce projet qui sera présenté dans la maison de l'agglomération. Donc on a voulu lier tout ça, donc voilà. Et vous avez un document sur l'enquête publique qui est en cours, que je vous invite à regarder. Et puis on reparlera poissons plus tard dans la saison, mais poissons amphiales, ceux qui passent de la mer à la rivière aussi. Voilà, donc on a d'autres thèmes à découvrir bientôt. Merci à vous.